Le maire tira une chaise et s'assit. « Je peux m'asseoir ?» Je pris une tasse dans le placard, me servis un thé qui forma une flaque sur le plan de travail et m'assis en face du maire. Le maire considéra la tasse que je venais de remplir, puis dit « Pourquoi pas ?» et je lui tendis la tasse. Je pris le dernier gobelet propre dans le placard, celui avec Bugs Bunny dessus, me versai du thé, agrandissant la flaque aux dimensions d'un pédiluve, et reposai la théière sur son support, comme un haltérophile rejette sa charge. Ensuite, je m'assis de nouveau face au maire, avec mon gobelet Bugs Bunny, et j'attendis. « Soyons sérieux, dit-il comme si j'avais dit quelque chose. La collectivité n'a pas les moyens de s'offrir une équipe de haut niveau de n'importe quoi. Non, non. J'ai bien réfléchi. Je ne vois que l'art. » Je hochai la tête. « La plage, c'est bien, poursuivit le maire. Les balades, c'est bien. Les pirates, tout ça, d'accord. Mais la culture donne une autre dimension. » Je toussai, oui, bien sûr. Il souleva sa tasse et but les yeux fermés. Puis il tourna la paume de la main vers le ciel, comme s'il tenait un globe. Un homme politique doit avoir une vision. J'attendis, sans hocher la tête pour reposer les muscles. J'ai donc pensé à la salle des fêtes. Sa tasse était vide et je me levai pour la remplir à nouveau. Le pédiluve prit les dimensions d'une piscine de 15 mètres. « C'est un projet ambitieux, » conclut le maire. Je plissai les yeux pour montrer que ma concentration exigeait de la clarté en retour. Le maire reprit sur le ton d'un éducateur, s'adressant à un enfant de 4-6 ans. La salle des fêtes demandait à être aménagée. Malgré les dessins d'enfants scotchés au mur, il fallait admettre que même un vin d'honneur prenait des airs de veillée mortuaire. Quant aux soirées dansantes, elles s'achevaient inévitablement avant 20h parce que tout le monde préférait se retrouver devant les informations avec les guerres, les épidémies, les tremblements de terre, les disparitions d'espèces et les meurtres de proximité, plutôt que de traîner 10 minutes de plus dans cette salle sinistre. Le maire ouvrit les bras comme Moïse dans le film. Et je me suis dit, pourquoi ne pas voir plus grand, dépasser l'objectif? Pourquoi se contenter de rester dans la décoration? Think big. Think big, répétai-je avec des points de suspension. Merci. Je vais demander à Daniel Faure de me rejoindre sur scène. Bonjour à vous, mon cher Daniel. Les libraires, bien sûr, vous connaissent pour des livres divers chez différents éditeurs, notamment chez Robert Laffont, plus récemment chez Slatkin et compagnie, notamment ce livre autour du dernier lecteur. On vient d'entendre un extrait qui donne à voir la drôlerie de cette comédie humaine que vous nous donnez, qui se situe de nouveau sur une île, mais pas tout à fait le même genre d'île que Mouloud accouche tout à l'heure, où l'on retrouve donc ce dessinateur de bande dessinée qui est un peu en déshérence, à la fois dans sa vie personnelle et dans sa création, et qui va se voir confier par le maire la décoration de la salle des fêtes. Il va devenir le Michel-Ange des salles des fêtes. Donc il y a évidemment tout cet humour, cette comédie humaine, la description de personnages, voire même d'archétypes à certains moments, et en même temps là derrière une profonde réflexion, me semble-t-il, sur les politiques culturelles, sur le rapport à l'art, mais aussi peut-être aussi sur le rapport à l'identité, à l'altérité, à l'isolement. Peut-être nous parler d'abord de cette île, du microcosme, là encore de la petite société que vous avez eu envie de décrire, peut-être pour aborder ces différents motifs dont je viens de parler. Oui, vous m'entendez? Oui. Donc, oui, en fait, il se trouve que je ne sais pas pourquoi, je pars des lieux en général, et ensuite les histoires naissent par la suite. Là, je suis parti d'une île parce que je suis d'une famille maternelle corse, que j'ai vécu en Corse, parce que j'ai une maison sur une île en Bretagne, parce que j'ai vécu en Sicile, parce que voilà. Donc l'insularité est quelque chose qui me travaille beaucoup. Et d'ailleurs, même dans mes précédents romans, il y en a un qui se passe dans un hôtel, qui est une forme d'île, un autre sur un porte-container, enfin voilà, des lieux clos en général. Et ce qui m'intéresse, c'est cette sociologie
Et c'est aussi, dans l'île, c'est un monde de paradoxes, parce que c'est à la fois, l'île, c'est une évasion, mais c'est un endroit où on a envie de s'évader aussi. C'est une prison, comme Alcatraz, comme le château d'If, etc. Et donc, c'est un ensemble de réalités paradoxales. Les Iliens ne savent pas nager, par exemple. En général, ils nagent super mal. Il n'y a aucun champion ilien de natation. Et donc voilà, c'est ce rapport à un horizon ouvert à 360 et en même temps un enfermement qui m'intéressait, comme une espèce d'obsession personnelle, on va dire. Voilà. C'est aussi une galerie de personnages, et je parlais d'archétypes, je ne sais pas si le terme est bien choisi, on pourrait presque parler de mythes insulaires, il y a un certain nombre de personnages, je parle de comédie humaine, il y avait aussi le plaisir de dresser des portraits, et pourquoi pas d'ailleurs de travailler peut-être autour des clichés ou des archétypes, vous l'entendez de cette façon-là? Oui, tout à fait, enfin j'étais comme beaucoup de gens marqué par toute une littérature autour des îles, de l'île au trésor à Sa Majesté les Mouches, enfin il y a pléthore de livres, King Kong, tout ce qu'on veut, les chasses du comte Zaroff et tout. Et en fait, ça m'intéressait de ressusciter d'une certaine façon, de réactualiser un certain nombre de mythes comme ça insulaires, le naufragé, le monstre, le savant fou, le trésor pirate, enfin etc. Donc il y en a plusieurs comme ça, et à travers effectivement des personnages qui sont des personnages on va dire contemporains d'aujourd'hui et qui vivent des réalités qui sont celles de chacun dès qu'on habite sur un lieu clos où on dépend des autres dans une micro-communauté avec une intimité extrêmement réduite au fond parce qu'il y a un contrôle social qui est très fort et voilà. Donc c'est... Et je disais qu'il y avait une satire de la politique culturelle. Il me semble que c'est effectivement un enjeu important du livre. Et c'est en même temps une réflexion sur la création artistique avec ce personnage qui va créer cette fresque, qui va déclencher un certain nombre de réactions autour des Iliens, alors même que lui est plutôt inspiré par Bosch et le Jardin des Délices. Donc il y a là une sorte de décalage qui est à la fois de l'ordre de l'humour, mais qui dit bien sûr des choses aussi de la récupération artistique ou de la politique culturelle en général. Est-ce que là aussi c'est une piste que vous aviez envie de suivre? Alors l'art, oui, l'art tel en tant que pratique m'intéresse forcément. Et c'est, je pense, enfin, l'une des rares pratiques qui permet un dépassement et qui permet de sortir de quelque chose qui est terrifiant et qui nous entoure. Enfin, je veux dire, voilà, donc c'est une échappatoire aussi. Et en ce qui concerne la politique culturelle, ben c'est ce à quoi on assiste, c'est-à-dire tout le blanchiment par la culture d'un certain nombre de choses. C'est aussi bien la construction d'un musée, c'est aussi bien d'un lieu spectaculaire. Je veux dire, c'est le Louvre d'Abu Dhabi, si on veut, etc. Et mon personnage, lui, a comme lieu d'expression une salle des fêtes, qui est un endroit assez... Enfin, c'est glauque, quoi. Et donc, il va essayer de faire de cette salle des fêtes quand même quelque chose, une chapelle Sixtine. Et parce que c'est le but, il faut attirer des touristes culturels, pas uniquement la plage, pas uniquement voilà, les eaux transparentes, etc. Donc c'est une espèce de projet à la fois ambitieux et dérisoire. Et très actuel, puisque j'entendais la radio ce matin avec la visite de Monsieur Macron à Marseille, dont le slogan est Marseille en grand. Donc lui aussi, think big. Il y a quelque chose voilà, de très fort dans l'actualité. Peut-être une dernière chose avant de nous quitter. Il y a évidemment plein d'autres choses qu'on ne va pas pouvoir aborder, mais que les libraires découvriront. C'est que c'est aussi quelque part une histoire d'amour, et on apprend notamment qu'une histoire d'amour peut commencer par le partage d'une tartine à la rillette. Il y a quelque chose de cet ordre-là, aussi dans le livre, à la fois de l'humour et aussi quelque chose de la douceur et du roman amoureux. Oui, alors moi ça m'intéresse beaucoup de mêler le rire avec des émotions un peu plus, voilà, comme le pathétique ou la tristesse ou l'amour, etc. Et donc cette espèce de mélange comme ça, aussi bien que les mélanges de styles aussi m'intéressent. Et effectivement, c'est une attention aussi, on va dire, au quotidien. Enfin, la rillette de sardines, je crois, qui est offerte comme ça, qui est un premier signe de drague non Internet, on va dire, auquel est sensible notre naufragé. Et voilà, il va développer une relation, on va dire,
c'est un personnage qui est une épicière, en fait, une maraîchère, et qui est la Vénus de Botticelli en même temps. Enfin, voilà. Donc, il y a une espèce de croisement comme ça qui s'opère. De la tartine de rillettes à Botticelli. Donc, je vous invite à découvrir ce livre-là, Daniel Faure, La vague qui vient. C'est chez Inculte. Et je vous remercie infiniment, mon cher Daniel. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Et je vais tout de suite donner la parole à Claro pour nous parler d'un autre livre à paraître en octobre aux éditions Inculte, le livre de Jérémy Lefebvre, Les AV. Voilà, donc bonjour, on profite de cette rencontre pour parler d'un titre qui est en octobre, mais très rapidement. C'est un livre qui commence sous un abribus et qui se termine dans le bureau d'un éditeur, qui sont quand même deux lieux très proches, quoi qu'on en pense. Et c'est l'histoire d'un homme de la rue qui un jour, à cause de la pluie, se réfugie sous un abribus et tombe en arrêt devant une femme assez glacée, assez glaçante, qui s'appelle tout simplement Léa Seydoux, pour ne pas la nommer. Alors, vous devinez peut-être qu'évidemment, c'est pas Léa Seydoux en vrai, c'est une image publicitaire, c'est la fameuse publicité qui a été déclinée d'ailleurs de Vuitton. Et face à cette image glacée, glaçante, comme je le disais, le narrateur va entrer dans une espèce de maelstrom de questions. Il va s'adresser à Léa Seydoux, il va lui poser des tas de questions. Il va se demander pourquoi en fait elle fait cette image-là. Est-ce que c'est parce qu'elle a besoin d'argent? Bon, ça paraît peu probable, mais on ne sait jamais. Elle peut avoir un petit ennui. Est-ce que c'est suite à un pari stupide avec ses copines? Est-ce que c'est parce qu'elle aime finalement cette marque de luxe complètement ringarde? Et au fur et à mesure, voilà, les questions enflent, s'entrecroisent. Peuvent être à la fois cocasses, absurdes, et au bout d'un moment finissent par interroger aussi bien l'industrie du luxe que la célébrité, et qu'un rapport absolument social avec ces images qui peuvent nous renvoyer à une forme d'insignifiance. Et voilà, et vous verrez que le livre après, tous ces questionnements assez doux arrivent sur le bureau d'un éditeur et qui doit convaincre, en fait, le narrateur essaie de convaincre l'éditeur de ne pas publier le livre. Voilà. Merci beaucoup, Claro, pour cette présentation.